Bonjour, bonsoir et bienvenue sur la chaîne où les jeunes Africains parlent de manière dépassionnée des réalités africaines. Je serai aujourd'hui accompagné de deux jeunes étudiants qui sont partis du continent pour poursuivre leurs études supérieures à l'étranger. Ils sont bien voulus sur fond d'expériences personnelles partager avec nous les motivations de leurs décisions, les expériences et les défis par lesquels elles sont passées afin d'éclairer le chemin de ceux qui, comme elles, veulent suivre le même chemin, mais aussi afin de déconstruire certains mythes, de décortiquer certaines réalités qui sont souvent cachées sur la vie des étudiants africains en Occident. Nous avons abordé plein de sujets intéressants. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous laisser profiter de cet entretien très riche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'interviewer deux jeunes étudiants africains qui vivent et étudient en Occident. Nous allons aujourd'hui explorer leurs expériences, leurs perceptions de la réalité de l'Occident et les défis qu'ils ont rencontrés en s'y rendant et ceux qu'ils rencontrent et qu'ils traversent au quotidien. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus qui y seront publiés et à nous laisser un j'aime, un commentaire pour partager ce que vous pensez, vos opinions, vos idées, pour qu'on puisse en discuter et réellement échanger des réalités africaines entre jeunes Africains. Alors bonsoir, je me prénomme Latifa, de mon nom complet, bon me nom Latifa Claverie. Je suis étudiante ici en 6e année de médecine, dernière année pour ceux étudiants ici. Et Dan Bryan. Salut, je m'appelle Dan Bryan Chula Tonia. Je suis en 6e année de médecine aussi. J'ai un bachelor en ingénierie biomédicale. Et ouais, pourquoi ça? Et Dan, toi, tu as obtenu ton bachelor dans quelle université? George Mason en Virginie. Et Latifa? Bon, je n'ai pas encore obtenu mon diplôme, Donc, mais tu je suis... étudies dans quelle université, c'est sûr? Ah, ok. L'université Yaroslav Le Sage, en français, de Veliki Novgorod. D'accord. Et dites-moi, quelles ont été les principales motivations pour aller étudier à l'étranger pour vous? Pour moi, la principale motivation fut, on va dire, bon, c'est les finances et aussi la difficulté de s'inscrire à l'université de médecine au Gabon. Bon, la difficulté n'est pas tant dans l'inscription, mais dans la, comment dire, dans l'évolution. Voilà, dans l'évolution à l'université. Voilà où se trouve la difficulté. Mais c'est pas vraiment les finances aussi. C'est assez moins cher en Russie. Faire la faculté de médecine en Russie est moins cher que la faire au Gabon. Non, 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 pas du tout. C'est pas moins cher. Par contre, étant donné qu'il y a une difficulté d'évolution en médecine, c'est-à-dire des étudiants pour évoluer plus facilement en médecine sur l'aspect académique, mon père ne voulait pas que j'apprenne à l'université de médecine. Il a essayé dans d'autres pays. Et donc, je compare le prix par rapport, pas au Gabon, mais aux autres pays, c'est-à-dire le Sénégal, les États-Unis, la France. Voilà. D'accord. Et je n'arrive pas à comprendre cerner. C'est qu'est-ce qui bloque l'évolution des étudiants dans la faculté de médecine au Gabon? Le parrainage. Ah, le parrainage, d'accord. Et Dan Bryan, pour toi, c'était quoi les motivations? Les motivations, je dirais, c'était le plan de ma mère dès la base. Après le bac, de continuer mes études aux États-Unis. Je pense c'est surtout par rapport aux opportunités. Et malgré le prix qui est très élevé ici, c'était surtout par rapport aux opportunités et bref, dans l'évolution, mon évolution, avoir une expérience autre que celle du Cameroun, les ouvertures après les diplômes et tout, qui sont assez compliquées au Cameroun, je pense.
C'était un peu ça. C'était le plan, en fait. Et je suis juste le plan. D'accord. Et dans quelle mesure est-ce que tu as été satisfait ou tu te retrouves satisfait aujourd'hui, euh, vu les attentes que tu devais? Satisfait dans le sens où, en tout cas, quand je compare à ma génération qui n'a pas pu, bon, qui n'a pas pu, qui est au Cameroun, j'ai un diplôme et j'arrive à travailler. Je crois que c'est surtout ça. D'accord. Et relatif à toi, quelles étaient les attentes que tu avais en arrivant en Russie et dans quelle mesure est-ce que tu es satisfait aujourd'hui? Bon, je vais être un peu cliché quand même. J'avais pas fait l'université au Gabon et j'étais un peu axée sur ce que je voyais à la télé. Donc, ça veut dire que l'une de mes premières attentes, c'était une atmosphère du style universitaire américaine, avec des bons dortoirs, avec ton casier, des personnes un peu plus ouvertes, euh, un suivi très particulier quand même et individuel des professeurs par rapport aux élèves. C'était un peu ça, je m'attendais un peu à ça. Un grand campus aussi, voilà, une facilité de communiquer avec les camarades de classe. Voilà, je m'attendais un peu à ça, on va dire. Si j'ai bien répondu à la question. Et tu n'as pas été satisfait. C'est parce que tu as rencontré en arrivant. Bon, la grande déception fut l'université. On va dire que je préfère celle de mon pays en termes de structure et de grandeur aussi. Hmm. Et le foyer estudiantin, je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays, mais le foyer estudiantin aussi, ici, franchement, il n'y a pas les mots. Ça laisse à Voilà. désirer. Laissez à désirer, c'est même encore gentil. D'accord. Et me dis, quels étaient dans les principaux défis que tu as rencontrés en tant qu'étudiant africain en Russie? Alors, euh, je vais dire le défi racial, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je vais dire le défi racial. J'ai entendu parler, on va dire vraiment, j'ai entendu parler des personnes qui souffrent de soucis racial. Mais je m'y attendais pas. Je ne savais pas que ça allait m'arriver en fait. Franchement, c'est pas qu'ils sont, comment dire, racistes dans le terme, il faut le dire, mais ils sont très curieux avec la couleur noire, les regards sur moi d'abord, c'était vraiment un très grand défi. Il fallait que je m'adapte à ce qu'un blanc me demande tout le temps pourquoi j'ai cette couleur. Si je suis venue ici en bateau, en avion ou en voiture, il fallait que je m'adapte avec le fait qu'un blanc veut tout le temps toucher mes cheveux. Euh, avec le fait qu'on me demande si je suis pauvre. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. On me posait beaucoup ce genre de questions et aussi l'adaptation à l'école, le fait que parfois tes camarades de classe peuvent te comparer à un singe, c'est Ouais. c'est quelque chose que j'ai entendu parler, mais honnêtement, lorsque ça m'est arrivé, j'ai je ne sais pas comment réagir. Je n'ai même pas les mots, en fait. Je ne savais juste pas comment réagir. Parce qu'avant, je négligeais la chose parce que je voyais juste à la télé les gens se plaindre, dire voici. Et puis, j'ai toujours été noire dans un pays noir. Ce qui fait en sorte que je n'ai jamais compris et je ne savais même pas que ma couleur de peau était un problème. Là, c'est ça, c'est l'aspect racial. Bon, maintenant, après, au fil du temps, avec un peu plus de sagesse, j'ai compris qu'ils étaient bien plus curieux, pour la plupart, que racistes. Pour la plupart, quand même. Parce que les questions étaient quand même assez stupides. Est-ce que vous avez l'eau? Est-ce que vous avez le courant? Des choses comme ça, en fait. C'était plus de la curiosité. Et aussi, pour ne pas tirer en langue, Des préjugés racistes innocents. Est-ce que tu veux dire? C'était fait innocemment. j'ai envie de dire que c'était fait quand même innocemment. Parce que le manque de savoir sur quelque chose te pousse à poser des questions aussi assez, pour toi, stupide. Je vais me prendre. On peut dire que j'ai été raciste un jour parce qu'un jour, j'ai demandé à ma camarade de classe est-ce que je peux toucher tes cheveux? Et j'étais impressionnée par la douceur de ses cheveux. Donc, s'il fallait dire que je suis raciste à cause de ça, alors qu'eux, ils m'ont posé la même question, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je vais dire. Et
La deuxième difficulté, comme je tentais de dire, c'était la langue. Ici, on apprend en russe. Et donc, en tout cas, pour tous les étudiants qui vont regarder cette vidéo, ils savent que la difficulté principale, c'est la langue et l'adaptation. Voilà. D'accord. Et Dan Bryan, toi, tu as connu les mêmes difficultés en t'installant définitivement parce que je sais que tu es américain et que de temps en temps, tu faisais des allers-retours. Est-ce en t'installant définitivement aux États-Unis, tu as connu les mêmes difficultés, la barrière linguistique, les difficultés d'adaptation? Hum, Déjà au niveau de... Bon, déjà, je suis sûr que j'ai pas rencontré autant de difficultés qu'un Camerounais qui arrive aux États-Unis et tout. Mais je dirais au niveau de la langue, j'avais déjà des bases et je m'exprimais et tout. Mais là, il y avait quand même une transition à faire. Mais c'est surtout une barrière mentale. Tu te dis que on va te juger à cause de ton accent ou les trucs du genre. Mais avec le temps, j'ai pris et tout, et puis maintenant, je m'exprime de manière plus fluide. Comme un autre problème, je dirais le coût de vie ici qui est beaucoup plus élevé comparé au Cameroun ou ailleurs, le coût de l'école, etc., euh, qui était assez dur au début. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a soutenu à 100% au début jusqu'à ce que je puisse prendre la main et tout. Um, yeah. Et puis, juste ici, tu peux, et je me dis partout à l'étranger, tu peux faire 5 ans, 10 ans, ne pas te faire d'amis, ne pas pouvoir socialiser, ce genre de trucs. Donc, après, avec Je le voulais temps, en venir en demandant, vous avez parlé de la langue, vous avez parlé du racisme, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un fossé culturel, un mal du pays et une solitude lorsque tu arrives? oui, une solitude, oui. Euh, et je vais un peu faire attention à ce que je dis à Tu n'as pas de cause. la famille aux États-Unis. Tu dis quoi? Tu as de la famille aux États-Unis, non? Oui, au jour d'aujourd'hui, il me reste une tante, oui. Yeah. Ah, je pensais que tu vivais avec ta famille là-bas. D'accord. Et du coup, comment tu as géré cette solitude-là? Au début, je vivais avec ma tante. Au début, je vivais avec ma tante, ma première et puis deuxième année. Et puis, avec le temps, en ayant un travail et tout, j'ai commencé à juste sortir de la maison et puis j'ai pris un emplacement, etc. Euh, Au niveau de la... Pour moi, c'était vraiment dur au début de s'adapter et tout. Parce que au Cameroun, c'est un peu... On est comme déjà tous ensemble. Et puis, c'est juste comme ça au collège. On est tous ensemble, on se parle, Naturellement. c'est naturel, etc. Mais ici, tu dois vraiment faire l'effort d'aller vers les gens et créer cette connexion, en fait, que je ne connaissais pas. Donc, au début, il y a vraiment eu ce truc de solitude. Maintenant, au niveau de la culture, je pense qu'ici, ils sont assez déjà mixés naturellement. Ils sont habitués à avoir des noirs, des blancs, des métis et tout. Donc, de ce côté-là, j'ai pas vraiment eu une mauvaise expérience, à part quelques rares petits trucs gauche à droite, mais yeah. Peut-être la nourriture aussi qui est différente. Mais à part ça, yeah, c'est un peu ça. Et de ton côté, comment ça s'est passé? Est-ce que dans ton université, il y a des initiatives de groupe qui aident les étudiants africains à s'intégrer? Est-ce que tu ressens qu'il y a une véritable politique d'intégration qui est mise en place pour les étudiants arrivant de l'étranger? Et comment vous faites pour établir des relations avec des étudiants d'autres cultures, en fait? Pour moi, c'est le basket. C'était le basket au début. Euh, Surtout le basket. C'est là que j'ai fait la majorité de mes amis. Et puis, durant toutes mes 4 à 5 premières années, mes amis venaient purement du terrain de basket. Bon, après, j'ai essayé les clubs
et tout ça. J'ai essayé, mais c'était pas trop mon truc. Mais maintenant, je suis dans l'école de médecine où je suis, il y a comme tout un système. Vous êtes un groupe, vous évoluez ensemble du début jusqu'à la fin. Donc, entre-temps, je me suis aussi fait des amis hors de cet environnement de basket aussi. C'est un peu ça. Pour ma part, tu as dit avec des Russes ou bien des étrangers? Les Je peux De étrangers. manière générale, les étudiants d'autres cultures, qu'ils viennent, par exemple, d'Asie, qui viennent de Russie, qui viennent d'Europe, quelle que soit d'où ils viennent, en fait. Comment tu Ah, fais pour établir des relations avec eux? ok. Bah, pour moi, parce que la conversation, comme je disais, ça s'est passé naturellement. Ah, je suis de nature assez sociale, donc ça veut dire que c'est pas très difficile pour moi de parler avec des personnes noires comme moi. La seule difficulté, peut-être, c'était des personnes qui venaient de l'Angola ou des pays anglophones, parce qu'à l'époque, je parlais pas l'anglais. Et la deuxième chose qui m'a aussi aidée, c'est les activités à l'église, parce que je partais, ou du moins si je pars dans une église mixée de nationalités, il y a plusieurs nationalités là-bas, et donc c'était aussi plus facile voilà, de s'intégrer et de me faire des amis. D'accord. Donc, toi, il y a eu l'église qui t'a aidé et il y a aussi ta chaleur naturelle qui t'ont On va aidé dire à ça te comme ça. faire. Ah, On va dire ça comme ça. d'accord. Et Dan Bryan, toi, c'était le basket Basket. qui t'aidait à... Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de solitude lorsque tu arrives. Je voudrais savoir quelles ont été les ressources ou les soutiens que vous avez trouvés qui vous ont été utiles lors de ton parcours. Toi, Dan Bryan et toi, Claverie, quels sont les soutiens? Bon, tu as parlé de l'Église. Je Mhm. pense que ça, Dieu doit être un soutien pour toi. Mais à part ça, est-ce que tu en as trouvé d'autres qui t'ont été utiles dans ton Euh, parcours? euh, Mes amis, certains de mes amis au pays, ma famille, et ici en Russie, bon, des personnes aussi avec qui je me suis rapprochée, voilà, ils ont été mon soutien. Et comme tu as dit, bien, Comment, comment est-ce que se manifestait leur soutien, se manifeste? bon, par exemple, du côté scolaire, ils m'encourageaient à partir à l'école parce que, à cause du froid, il fait très froid ici. Franchement, au début, j'avais pas envie de sortir de ma couette pour partir à l'école. J'avais pas du tout envie. Et du coup, des anciens, certains anciens, et venaient me dire que ils ont vécu ça. C'était compliqué, mais ils sont quand même partis. Voilà, par des conseils. Et surtout sur l'aspect de l'école. Bon, maintenant, sur la vie de tout le temps, bah, c'est ma sœur. On se confie, on se raconter des choses. Voilà. Et elle me disait toujours des conseils si j'ai bien compris la question. Il n'y a pas d'organisation ni d'association qui t'ont aidé durant ton séjour. Ça, c'est Est-ce coupé, qu'il n'y j'ai a, pas compris. est-ce qu'il n'y a pas d'organisation, d'association qui t'ont aidé durant ton séjour? Et dans quel sens? Je comprends pas. Aider à surmonter les difficultés que tu rencontres, par exemple. Une organisation. Lorsque tu arrives et que tu es un peu perdu, tu ne sais peut-être pas que, bon, c'est ici qu'il faut faire telle démarche administrative. Oh, Et ok, d'accord. par exemple, ouais, des gens chez qui tu peux te renseigner. Bah, ici, il y a un système d'anciens. Si tu trouves un ancien qui a de la disponibilité, ils vont naturellement t'aider. Et là, peu importe le pays, parce que moi, je me rappelle, je pense qu'il s'appelait même André, au passage. C'était un Camerounais. Quand je suis arrivée, le, le Gabonais, l'association qui devait s'occuper de moi, Marcus, m'a m'a abandonnée. Et donc, du coup, pour le reste de ma procédure, j'ai rencontré ce André-là à l'université et il m'a aidé pour le reste de ma procédure. Il m'a suivi. Et c'est lui qui m'a même présenté aux autres Gabonais qui étaient ici dans le foyer, en fait. Donc, en gros,
Je sais pas. J'aimerais pas citer Rakis comme organisation. Mais genre, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'organisation. Ce sont les anciens, selon leur disponibilité qui t'aident. Les ressources que tu as trouvées utiles alors, ou les soutiens. Par exemple, comment en arrivant, est-ce que tu payais ta scolarité toi-même après avoir trouvé un job? Est-ce que ce sont tes parents qui te soutenaient financièrement et qui te soutiennent financièrement? Comment, quelles sont les ressources et les soutiens que tu trouves utiles lorsque tu arrives à l'étranger et que tu es venu pour étudier? Ah, les ressources. Pour la scolarité, c'est par contre Racus qui s'en occupe. À l'époque, on passait par MoneyGram. Les parents envoyaient de l'argent et nous, on envoyait au compte de Racus et ils payaient la scolarité directement à l'université. Pour le Ah, foyer, donc pour la scolarité, ce sont tes parents qui te soutiennent. oui, oui. De Et les la frais de première. scolarité, est-ce que c'est facile de trouver un emploi? Est-ce que pour, pour vivre, tu as besoin que tes parents t'envoient de l'argent chaque mois? Ok, oui, j'ai besoin qu'ils m'envoient de l'argent pour vivre. Et ils te soutiennent comme ça. Oui, oui, mais il y a une époque, à l'époque, par manque de connaissances de ma part, je ne savais pas que les étrangers pouvaient travailler. Parce que malheureusement, j'ai écouté certains anciens qui disaient que c'était catégorique. Les étrangers ne travaillent pas en Russie. Mais après, j'ai aussi rencontré d'autres personnes qui m'ont dit que c'est possible. Et après, je cherchais par moi-même et j'ai pu avoir un boulot. Mais honnêtement, du fait que je n'étais pas habituée à cette vie de travailler en même temps d'étudier, j'ai dû laisser parce que miraculeusement aussi, j'étais boursière. Donc, j'ai préféré laisser le boulot et me concentrer seulement sur les études. Mais sinon, c'est possible. Pour répondre à ta question, c'est possible de trouver du travail. Et là, pour toi, comment ça s'est passé? Est-ce que quand tu es arrivé, tu travaillais et tu étudiais? Est-ce que ça a été facile de trouver un emploi, un boulot? Ou est-ce que ta maman s'occupait à 100% jusqu'à la fin de toi? Quand je suis arrivé, quand j'avais 17 ans, et j'ai trouvé le travail. Parce que après qu'on ait composé le bac, j'ai quitté la semaine qui suivait. Et le mois qui suivait, j'ai pu trouver un travail. Euh, et puis, en fait, j'ai pu trouver un travail et je fréquentais en même temps. Maintenant, l'avantage que j'avais eu, c'est le fait d'avoir la nationalité. J'avais accès aux aides de l'État. Donc, j'ai commencé par un community college, euh, qui est une université de 2 ans où tu commences ton cursus et tout. Et à ce niveau, les prix sont encore assez raisonnables. Donc, ce que l'État te donne arrive à tout couvrir. Donc, tu es comme couvert à 100%. Et ça, c'est automatique à tous ceux qui ont la nationalité américaine. Après, maintenant, j'arrive maintenant à une université de 4 ans qui est George Mason. Là, les prix commencent à être un peu plus élevés, mais j'ai eu la chance, j'ai rencontré une dame américaine, purement américaine, mais elle aimait beaucoup la culture africaine. Et pendant mes inscriptions au début, ma mère m'avait accompagné et tout, elle avait offert des cabas, tout ça, tout ça. Donc, elle m'a parlé d'un programme où je pouvais entrer autant que je gardais mes notes à un certain seuil. L'aide que l'État m'apporte augmente au fur et à mesure, en fait. Et c'est ça qui a permis de couvrir George Mason, qui était déjà assez plus élevé. Bon, maintenant, je suis en école de médecine à George Washington, qui est très élevé. Heureusement, j'ai un bachelor en ingénierie biomédicale. J'ai des certifications en software engineering, donc mon travail a un rapport avec le software engineering. Donc, je dirais au jour d'aujourd'hui, 80% de ce que je fais va pour la scolarité. C'est un risque, un sacrifice que je fais, mais c'est ce que j'ai choisi de faire. Parce que le truc avec ici, c'est que dire que ton parent va t'envoyer l'argent pour l'école avec le franc CFA, c'est juste impossible. C'est soit tu vas t'endetter, sauf si vous êtes riche, genre vraiment riche. Mais soit tu vas t'endetter, Attends. Et Dan, toi, tu es un pauvre. tu dis, Toi, tu es pauvre.
J'entends pas. Moi, je suis quoi? Je demande, est-ce que toi tu es pauvre alors? Non, je dis pauvre, Non, c'est une blague, ça se c'est une joue. blague, c'est une blague. Tu peux continuer. Yeah, yeah, yeah. Donc, en fait, au Cameroun, vous êtes à l'aise, je veux dire à l'aise. Hum. Mais quand tu quittes du franc CFA au dollar, c'est deux choses différentes. Ton 1 million que 2, 3, 5 millions qu'on pouvait jeter au Cameroun à l'école, c'est même pas 10% de la scolarité. Donc dire que ton parent va t'envoyer l'argent de scolarité chaque année, c'est vraiment compliqué. Dans la Ça ne peut pas. majorité, c'est pas évident. Tu disais? Je dis que ça ne peut pas tenir, surtout sur la durée. Oui, Donc, à un surtout, moment donné, il va falloir que tu cravaches aussi de toi-même, que c'est tu ça, puisses gagner quelque chose, que tu puisses participer. c'est ça. Ok, j'ai une autre question. Pensez-vous rentrer dans votre pays d'origine après vos études? Commençons par Latifa. Latifa, vas-y. Est-ce que tu penses rentrer au Gabon après tes études? Euh, Honnêtement, non. Non, non, je ne compte pas rentrer. Et pourquoi? Tout simplement parce que euh, j'ai envie de me spécialiser déjà, premièrement, et j'ai envie de partir goûter, on va dire, goûter le système hospitalier au Gabonais pour pouvoir prendre une décision finale si limite même je compte vivre là-bas. Voilà, j'ai envie de partir goûter d'abord le système hospitalier gabonais. Parce que les zombies, c'est quand même assez compliqué pour faire une spécialisation. C'est compliqué de faire ça, pas tant à cause des finances, mais à cause de l'organisation administrative. C'est assez compliqué de faire la spécialité là-bas. Donc, voilà, c'est tout. Et Dan Bryan, toi, tu comptes retourner au Cameroun ou pas? Euh, Personnellement, non. À part les vacances, je ne pense pas. Je pense, je préfère rester ici. C'est plus organisé d'une certaine manière. Je finis mes études, je travaille, mais je pense pas pour partir m'installer au Cameroun après avoir fini. Je pense pas. D'accord. Puis la vérité, je voulais t'entendre sur euh, une question. Est-ce que le fait que tu n'arrivais peut-être pas à t'intégrer ou à te faire des amis russes, c'était pas aussi plus un problème de culture, une différence de culture qu'autre chose? Bon, oui, c'était plus une différence de structure. Comme je disais, je suis quand même assez sociable. Si c'est pour parler normalement avec des personnes, je peux le faire. Mais si c'est pour devenir amical, simple, ce sera un peu compliqué. Si c'est pour parler normalement avec les Russes, dans ma classe, franchement, il n'y a pas de souci. Ils n'ont pas de problème. L'atmosphère est très bien, on parle bien ensemble. Maintenant, sur le point de devenir un peu plus intime avec eux, traîner avec eux, parler avec eux, c'est un peu compliqué parce que, je vais le dire de manière normale, ils n'ont pas mon mood. On n'a pas les mêmes blagues, on n'a pas les mêmes... Voilà, je peux faire une blague qu'ils ne comprennent pas. Or, l'avantage, je suis dans mon petit confort, mais l'avantage d'être avec des Africains, surtout des Congolais et des Camerounais, des Ivoiriens aussi, c'est que j'ai envie de dire les blagues sont universelles. Si par exemple une personne fait une blague là, tout le monde va comprendre, sûrement parce qu'on parle tous la même langue, ce qui n'est pas forcément le cas avec des Russes. Donc, le sacrifice personnel que je devais faire, je ne l'ai pas fait. De devoir m'imprégner de leur culture afin qu'ils puissent me comprendre et afin que je puisse être amie avec eux, je ne l'ai pas fait. Je préférais mettre cette distance camarade de classe, tout simplement. Donc, oui, pour ma part, c'était vraiment... La différence culturelle était très forte. Très forte. Alimentaire aussi, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que tu penses que si tu étais par exemple en France, le fossé serait moins grand? En fait, le fossé En culturel France, serait tu as dit, moins. Oui. bien sûr. D'abord, je suis déjà dans ma zone de confort, le français, et aussi il y a une diversité alimentaire là-bas. Tu peux
comment dire, t'intégrer plus facilement. Tu peux, bon, en gros, je pense que ça doit être plus facile. Parce que la difficulté avec la Russie aussi, c'est que c'est un pays qui est dans leur, qui se retrouve, en fait, ils sont dans une bulle. On va dire ça comme ça. Ils sont très propres à leur culture. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les pays comme les États-Unis et la France, parce qu'ils sont très ouverts. Ils acceptent presque tout le monde, en fait. Donc, ils sont très diversifiés. C'est que ça doit être plus facile pour moi de m'intégrer. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Au vu Tu des n'es pas d'accord? expulsions. Non, je demande si est-ce qu'il est d'accord avec cette affirmation au vu des Ah, ok. expulsions qui sont en train d'être faites là-bas, les barrières qui sont en train d'être mises en place aux frontières et la réduction ou bien carrément, en ce moment-là, on refuse beaucoup les délivrances de visas pour les États-Unis aux ressortissants de beaucoup de pays, notamment africains. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation que les États-Unis sont beaucoup plus ouverts? Euh, ok, je vais faire attention à comment je réponds à ça parce que il y a les réseaux sociaux, c'est déjà clair, ça peut me suivre. Ouais. Mais personnellement, malgré tout ce qui se passe en ce moment, et puis c'est un peu mixé entre qui était là légalement et qui n'était pas là légalement. Ça c'est Effectivement. encore un peu mixé. Mais avec mon expérience, je pense que si tu as tous tes trucs droits, tes papiers, tu ne jongles pas, etc., tu es dans les règles, je ne pense pas que tu devrais avoir un souci. Je ne pense pas. Donc, tu es donc d'accord, tu es d'accord avec l'affirmation de Latif, que c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus facile de te faire des amis. Et le fossé culturel entre un Africain, un Camerounais par exemple, ou une Gabonaise, n'est pas aussi grand quand tu arrives aux États-Unis que quand tu arrives, par exemple, bon, tu n'as pas fait l'expérience de la Russie, mais est-ce que le fossé culturel est énorme? Parce que tout à l'heure, en même temps, tu as parlé de la nourriture, par exemple, et tu as aussi parlé de la langue. Bon, tu as eu la chance de maîtriser un peu l'anglais avant de t'installer. Est-ce que ce serait pareil pour quelqu'un qui arrive, par exemple, comme Latifa, lorsqu'elle est arrivée en Russie, elle ne parlait pas russe, et qu'elle apprend là peut-être l'anglais pendant 7 mois? Est-ce que c'est beaucoup plus facile pour cette personne de s'intégrer aux États-Unis? Je pense que ça joue beaucoup sur la personnalité de chacun. Latifa a dit qu'elle est assez ouverte naturellement. Moi, bon, pour quelqu'un comme Latifa qui est assez ouverte, qui parle facilement, je pense que son intégration, malgré que si elle n'est pas américaine ou quoi que ce soit, je pense que son intégration pourrait être plus facile. Mais maintenant, moi, je suis un peu plus dans ce sens, quand je suis arrivé, j'étais un peu plus réservé. Je suis un peu plus réservé. C'était un peu plus compliqué. Et je ne sais pas si c'est vraiment je pense que c'est culturel. Parce que au Cameroun, la vie au collège, la vie quand on était ensemble et tout, c'était juste naturel. Mais on n'a jamais eu l'effort à faire d'aller vers quelqu'un et devoir créer cette connexion. Effectivement, parce que on est dans des pays africains, c'est normal, tout le monde est de carnation noire. Donc, il n'y a pas des stéréotypes racistes, des stéréotypes sur fond de couleur de peau. Peut-être, il y en a sur d'autres fonds, par exemple, des tribus. Et pour moi, ce sont des réalités qui sont carrément parallèles. Mais, est-ce que je voulais te poser la question, est-ce que moi j'ai par exemple suivi des documentaires où il paraît que les Noirs américains sont eux-mêmes stéréotypes les Africains qui viennent nouvellement d'arriver. Est-ce que tu as connu ça et comment est-ce que tu as fait face à ça? Comment est-ce que tu l'as appréhendé? Est-ce que tu étais surpris de voir que des personnes noires comme toi vont par exemple te stéréotyper
te dire que bah est-ce que tu vis avec des singes? Est-ce qu'il y a de l'électricité chez toi? Est-ce que vous avez des maisons? Est-ce qu'il y a des routes chez vous? Vous avez des aéroports? Comment tu as fait pour arriver là? Est-ce que ton père c'est un oligarque? Comment tu as appréhendé ça? Euh, L'expérience que je parle par rapport à mon expérience, mais disons, je parle aussi par rapport à ce que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu ça, des camarades africains. J'ai entendu ça de Nigériens, de Ghanéens, etc., qui ont eu, oui, ce genre de questions avec des, je vais appeler tes frères noirs, où il y a comme un stéréotype quand tu viens d'Afrique, etc., et tout, et tout. Et puis, ils le savent, surtout au début, avec l'accent et tout, ils peuvent savoir qu'OK, il doit être africain, etc. Mais moi, par rapport à mon expérience raciste, je ne pense pas. Mais je pense aussi, ça dépend beaucoup de l'environnement. Je rencontrais des gens sur le terrain de basket. Et toi-même, tu as joué au basket pendant longtemps. C'est pas, je pense, la culture, c'est pas ça dans le basket. C'est tout le monde est ensemble, on joue, on rit. C'est pas. Effectivement, Atmosphère c'est propice. d'ailleurs pourquoi tout à l'heure je parlais d'associations, d'initiatives pour fédérer, parce que c'est beaucoup plus facile de créer des liens lorsque vous partagez des centres d'intérêt, lorsque Hmm. vous partagez, par exemple, une association, vous partagez la même organisation, vous faites les mêmes activités. C'est beaucoup plus facile de se faire des amis, effectivement. Ok. C'est ça. J'aimerais donc vous demander, parce qu'on va bientôt terminer, on va bientôt clôturer, quel est le message que vous transmettriez à des jeunes Africains qui envisagent d'étudier à l'étranger? Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Latif, a commençons par toi. On va terminer avec. Ok. Euh, C'est la galanterie. je vois. Euh, ce que je conseillerais, qu'est-ce que je conseillerais? Il y a tellement de choses à dire. De se préparer mentalement. De se préparer mentalement. Cela va dépendre du pays où la personne décide de partir. Si c'est un pays africain, de se préparer mentalement, de, De se préparer comment- mentalement. oui, mentalement, c'est-à-dire, au début, je pense, je sais pas si j'écorche ton prénom, mais je pense que Brian parlait de la différence de mentalité. Donc, de se préparer au fait que où je pars, les gens ne pensent pas forcément comme moi, n'agissent pas forcément comme moi. Euh, Comment dire, que j'aurais pas forcément les mêmes amitiés. Il y a des personnes qui étaient très extraverties, qui sont devenues introverties en arrivant en Europe. Ou voilà, parce qu'ils ont eu des difficultés à s'intégrer, des difficultés, voilà. Ils ne s'attendaient pas à ce que il fallait faire autant d'efforts, comme Brian disait, pour parler avec les personnes. Tout se passait naturellement dans nos pays d'origine. Donc, de se préparer à ça, de se préparer à grandir financièrement, individuellement, de manière individuelle, parce qu'à un moment donné, peu importe, même si les parents envoient l'argent jusqu'à la fin, il y a des besoins qui augmentent en tant qu'être humain. Les besoins individuels augmentent. Un jour, tu auras sûrement envie de t'acheter une Xbox non pour moi, une PS5. Tu ne vas pas demander cet argent à ton père, même s'il en a beaucoup. Ton intégrité personnelle va faire en sorte que toi-même, tu veux chercher cet argent-là. Donc, il faut préparer mentalement à se séparer financièrement de ses parents aussi, de d'être ouvert d'esprit pas seulement par rapport aux Blancs, mais aussi par rapport à nos propres frères africains. Parce que la réalité, c'est que on est tous africains, mais on ne pense pas tous de la même manière et on n'a pas tous la même éducation et la même mentalité. Donc, d'être vraiment très ouvert d'esprit et de ne pas croire qu'on connaît tout. C'est vraiment quelque chose que moi, perso, j'ai appris ici. C'est de ne vraiment pas croire qu'on connaît tout, d'apprendre de chacun, voilà, de se préparer à venir ici et d'apprendre de chacun, de chaque nationalité. C'est très enrichissant, c'est vraiment très enrichissant et ça construit la personne personnellement. Quel conseil encore je peux dire? At least de connaître une langue, surtout l'anglais, si c'est possible, que la personne apprenne au moins l'anglais parce que je me suis, s'il y a vraiment, s'il y a les atouts financiers possibles, excusez-moi, possibles, tant pour moi.
Parce que j'ai compris que quand je suis arrivée ici, je connaissais que le français. Et en connaissant que le français, je ne pouvais parler que le français qu'avec des francophones. Or, j'avais envie de parler avec d'autres personnes. J'avais envie de parler avec des Ghanéens, par exemple, des Nigériens. Il y avait la barrière linguistique. Et parfois, il y a des Angolais qui parlent anglais. Il y a des Russes qui parlent anglais. Il y a des Tadjikistans qui parlent anglais. En fait, cette langue-là regroupe vraiment beaucoup de personnes. Donc, si des personnes qui veulent voyager, peu importe le pays, pouvaient apprendre l'anglais, vraiment, ça peut être une aide. C'est vraiment une aide. Bon, je sais pas, je vais sûrement oublier certaines choses là, parce qu'il y a beaucoup. Mais là, c'est ce qui me vient. C'est ce qui me vient sur le coup. Voilà. Donc, tu conseillerais à la personne de se préparer mentalement à un Principalement. changement bouleversement dans sa vie et aussi d'apprendre l'anglais parce Oui. que c'est une langue internationale. D'accord. Et Dan Brian, qu'est-ce que toi tu conseillerais à la personne? Déjà, je dirais, la première chose à mettre dans sa tête, c'est la solitude tue. Et genre, ça tue vraiment. Effectivement. Mes frères, et là je parle à mes frères et mes sœurs qui sont introverted, qui sont introverts, c'est parce que c'est comme ça qu'on dit en français, Introverti. introvertis. Vous devez vous apprêter, comme elle disait, mentalement. Vous êtes rien n'est acquis ici. Il faut vraiment aller chercher pour pouvoir évoluer. Qu'est-ce que je peux ajouter? Il faut... c'est un peu ça, je sais pas comment quoi ajouter en fait. Le mental, il faut être prêt mentalement, il faut pas toujours compter sur le... Tu as dit la solitude tue. Yeah. Toi, tu as connu la solitude. Elle t'a pas tué. J'ai connu la solitude, première, deuxième année. Ok, je vais faire attention à ce que je dis, face à les réseaux sociaux, etc. Mais oui, j'ai connu la solitude. Oui, elle ne m'a pas tué, mais c'est parce que j'ai eu ma mère qui m'a beaucoup soutenu mentalement au début, bon, jusqu'à présent, pour pousser et tout. Et en fait, tu te rends compte très vite que ton parent, malgré qu'il veut ta réussite et faire tout ce qu'il peut, il y a beaucoup de limitations en fait. Il y a beaucoup de limitations. Je me rappelle, je vais un peu prolonger ça au Cameroun, tu vois, ma mère, elle pouvait dire, oh, est-ce que tu as étudié? Oh, est-ce que, amène-moi tes cours là, je vérifie si tu as, elle peut plus faire ça. Tu dois te lever, savoir que, ok, je dois faire ceci, cela. Il faut t'organiser en fait. Il faut t'organiser. Yeah. Pouvoir t'organiser. Là-dessus, je ne sais pas si tu en as parlé. Est-ce que toi aussi tu as connu la solitude à un moment donné? Oui. Par contre, pour les personnes extraverties, la solitude aussi existe parce que on grandit physiologiquement et mentalement. Et même parfois, quand tu es entouré de plusieurs personnes, tu peux te sentir seul aussi parfois. Donc, oui, j'ai connu la solitude. Je connaissais des gens, je connaissais beaucoup de monde. Il y avait, tu es avec moi ici, tu sais un peu comment c'est. Il y a toujours du monde autour de toi, surtout quand voilà, quand on est au foyer, il y a toujours du monde autour de toi. Mais malgré ça, parfois, on peut se sentir seul, je sais pas. Sûrement, c'est un processus de la vie. Je ne sais pas comment expliquer ça. Genre, parfois, on peut juste se sentir seul, on peut se sentir pas compris, pas compris par les autres, pas compris par le monde. Donc, oui, j'ai connu la solitude, mais cela n'a pas duré parce que, par la grâce de Dieu, ça n'a pas vraiment duré. Ça a peut-être fait 3, 4 mois et puis c'est bon, c'est passé. Et comment on fait pour que ça ne nous tue pas? Il faut s'entourer, c'est ça? Et de bonnes personnes, hein, il ne faut pas juste Ah, s'entourer. faut Comme s'entourer je de disais bonnes tout à l'heure. personnes. Ouais. Ok, faut Comme je disais s'entourer de tout à bonnes l'heure, personnes. j'étais entourée, mais je me sentais toujours un peu seule. Et aussi, il faut aussi avoir, j'ai oublié de le dire, bon, il faut aussi avoir, comment dire, comment je peux formuler ça? J'ai envie de dire une source d'inspiration, je ne sais pas. Pour ma part, j'avais Dieu.
Un Et je l'ai recueil. toujours. Voilà, un recueil, merci. Pour ma part, j'avais Dieu, ce qui fait en sorte que, voilà, lorsque je me sentais seule, je partais parler seule avec lui de temps en temps. Et aussi, j'avais mes sœurs, ma sœur autant pour moi, que j'appelais. Voilà, on passait du temps au téléphone et tout. Et après, au fil des années, tu développes des techniques, tu développes des activités. Tu peux faire du sport, tu peux faire plusieurs choses, je sais pas, te donner des passions pour tuer la solitude, en fait. Tu peux te donner des passions. Si tu aimes la lecture, si tu aimes, par exemple, l'activité que tu fais en ce moment, si tu aimes faire ce genre de trucs, des personnes peuvent essayer de commencer à faire ce genre d'initiative pour essayer de sortir un peu la solitude. La solitude vient du fait que, comment dire, bon, je vais pas prendre la parole, hein. Je vais pas monopoliser la parole. Est-ce que la solitude, c'est mauvais? C'est un mauvais. Parce que pour moi, je pense que la solitude, quel est mon rapport, moi, à la solitude? C'est que la solitude, c'est un moment où tu te retrouves avec toi-même. Et elle n'est dérangeante qu'à partir du moment où tu ne supportes pas ta propre compagnie. Est-ce que c'est pas plutôt, même c'est pas plutôt se retrouver en compagnie de quelqu'un qui n'est pas, bon, avec quelqu'un dont la compagnie n'est pas satisfaisante? Je pense, Je- Moi, je t'écoutais pas bien, je vous écoutais pas bien, ça craquait ici. yeah, je pense qu'on est humain, on est tous humains, on a besoin d'interaction, un certain minimum d'interaction. Si la solitude, tu t'isoles, etc., tu n'as pas d'interaction, je pense qu'au long terme, ça va te nuire de toute façon. Ok, je comprends que l'homme est un être social, mais moi, de mon expérience, moi, quand je suis arrivé en Russie, moi, j'avais pas de famille. Moi, j'avais pas spécialement d'amis. Mm, Et j'ai fait, jusqu'à peut-être mars 2024, c'était comme ça, tu vois. mm, Mais je ne me plaignais pas, dans la mesure où je trouvais agréable ma propre compagnie. Et ça, tu mm. comprends. Yeah, Donc, je n'avais pas forcément le besoin de me retrouver entouré d'autres personnes. mm, Tu vois. C'est peut-être l'année passée que j'ai commencé à m'ouvrir vraiment, à être vraiment sociable et à me faire des amis ici en Russie. Mais est-ce que c'est pour ça que je me demande, est-ce que la solitude, c'est forcément mauvais? Est-ce mm, que, euh, c'est pas nous-mêmes le problème? Est-ce que c'est pas nous-mêmes le problème? Est-ce que c'est réellement le fait que, bon, c'est vrai quand tu quittes d'une société aussi chaleureuse que les nôtres, où on vit vraiment en communion, bah, le voisin, c'est un peu comme un papa, euh, je sais pas, l'ami de papa, c'est comme un tonton. Tout le monde s'occupe de tout le monde, tu es l'enfant de tout le monde, et tu arrives dans un endroit où, effectivement, bah, même le voisin, tu ne connais pas qui il est. Personne ne t'adresse forcément la parole en route et tout. Il y a un basculement, Mhm. ça c'est sûr. définitivement Maintenant, le basculement. Yeah. Je voulais te poser une maintenant, question. Andrew, comment tu te fais des amis? Est-ce que tu joues toujours au basket? Comment tu te fais maintenant des amis? comment moi je me fais des amis? Hmm. Moi, quand j'arrive dans un nouvel endroit, Comment tu socialises en fait, pas forcément des amis. Comment tu socialises? comment je socialise? Ben, je vais socialiser, je vais me faire des amis, je vais être ami avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Hmm, Tu vois, c'est plus facile et c'est plus naturel. hmm, Pourquoi? Si toi et moi, par exemple, on a une passion commune comme le basket, c'est sûr que ce sera facile. On aura des choses à se dire, hmm. tu vois. Yeah. Donc, quand on va arriver sur le terrain de basket, forcément, on va se parler, qu'on soit même adversaire, qu'on soit coéquipier, on va se parler à un moment donné, tu vois. Hmm, On va devoir se parler, passe-moi la balle, yeah. va comme ça, fais comme ça, comme, après le match, il y aura des discussions, ah, machin, est-ce que tu as vu le match hier, Yeah, Stephen yeah. Curry? Et c'est naturel, ça se passe facilement lorsque vous avez les mêmes passions. Et tu as donné désolé de te couper, tu as donné un bon point, intérêt commun, à trouver des gens avec des intérêts communs. Parce que je parle par rapport à moi.
tout le début, le cursus et tout, c'est parce que je suis dans des universités où tout le monde, c'est encore, je sais pas un prétexte que je me trouve, mais c'est encore mélangé. Vous n'êtes pas forcément dans la même filière ou quoi que ce soit, mais vous vous retrouvez dans des classes communes et ça ne clique pas forcément. Mais depuis que je me suis retrouvé en école de médecine où le but de tout le monde, c'est d'avoir son doctorat, intérêt commun, c'est plus facile. Donc, je trouvais ça un bon point, enfin, en fait. Bah, D'accord. tout à l'heure, tu disais que est-ce que la solitude, c'est le fait de ne plus aimer sa présence, je pense. Non, je disais que la solitude, c'est se retrouver seul. Mais ça devient, moi, pour moi, la solitude, c'est problématique lorsque tu ne sais pas apprécier ta propre compagnie. Apprécier ta propre compagnie. Ok. Bon, moi, bon, je vais pas totalement partager ton avis. Moi, je pense, bon, de ce que j'ai ressenti, je me sens seule. Pas parce que je n'apprécie pas ma propre compagnie, mais c'est plus le Non, besoin attends, en moi. attends. Je dis ceci. La solitude, c'est se retrouver seul, c'est se sentir seul, tu vois. Mhm. Mais maintenant, se sentir seul, se retrouver seul devient problématique si tu n'arrives pas à apprécier ta propre compagnie. Tu ne penses pas qu'il y ait une durée? Combien est-ce que tu vas apprécier ta propre compagnie? Combien de temps est-ce que tu vas apprécier ta propre? Alors, vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi pour moi, il faut savoir apprécier sa propre compagnie? C'est parce que lorsque tu veux fuir la solitude à travers d'autres personnes, à travers la compagnie d'autres personnes, tu n'es plus sélectif, tu ne choisis plus. Tu Mhm. tapes de ce qui est disponible. Et c'est comme ça on se retrouve en mauvaise compagnie, très Mhm. facilement en mauvaise compagnie. Pourquoi? Vu que tu n'es plus sélectif, tu prends n'importe qui à tes côtés, et ce n'importe qui peut te pousser à faire n'importe quoi. On est d'accord? Yeah, yeah, tout à fait. Tu es dans la logique où il faut forcément que je m'entoure et je m'en fous de qui c'est. Bah, peut-être tu ne fumais pas, tu te retrouves à côté d'un fumeur qui va te pousser à fumer. Vu que tu veux t'intégrer, pour t'intégrer, il va falloir que tu fasses comme la personne, il va falloir que vous ayez des points communs, des centres d'intérêt communs. Parfois, tu t'effaces, toi-même tu n'existes plus parce que tu épouses la personnalité de la personne. Tu vois, tu commences à faire semblant, tu vas faire semblant jusqu'à un moment, tu vas devenir la personne que tu fais semblant d'être. Hmm. Ah, tu fais bien de parler de ça alors, parce que je ne pense pas que l'intégration dont nous on parlait, ça rentrait dans ce contexte. Donc, tu fais mieux de souligner ça. Je pense que l'intégration, pour ma part, dont on parlait, le manque de solitude, c'était juste effectivement de trouver ces personnes-là. Et je pense que ça, déjà, Kéban savait déjà citer ça, de trouver ces personnes-là avec qui tu peux facilement, comment dire, t'intégrer, avoir des centres communs. C'était dans ce sens. Donc, tu fais mieux de souligner ça, parce que, effectivement, ça peut être mal interprété. Lorsqu'on dit de ne pas être dans la solitude, Plein de dépression. Est-ce que vous avez connu des gens qui sont devenus dépressifs après être arrivés à l'étranger, par exemple pour étudier? Est-ce que vous connaissez des gens qui sont devenus dépressifs ou même, est-ce que vous-même vous avez été dépressif à un moment donné? année Peut-être- 2020, 2022, c'était la chanson ici. Ah bon? Presque tout le monde, je ne sais pas si c'était le Covid, mais moi-même, je faisais partie de ces personnes. Presque tout le monde était dépressif. Presque tout le monde. Voilà. Donc, oui, j'en ai connu beaucoup quand même. Est-ce que c'était juste un effet de mode ou c'était quelque chose de réel? Je me posais la question, justement. Je me posais la question. Est-ce que c'était un effet de mode ou pas? Je ne sais pas. Mais pour moi, je ne vais pas appeler ce que j'ai ressenti de la dépression, mais par contre, une profonde solitude. Parce que la dépression vient avec d'autres facteurs. La dépression vient avec d'autres facteurs. Or, moi, c'était juste voilà, une profonde solitude. Dis-nous Et en plus, quel autre facteur? Tu penses à quoi comme facteur? bah, l'envie de sauter la vie, par exemple, de ne plus avoir de goût à la vie, l'envie comment dire, de juste passer son temps sur le lit comme ça, des choses que je ne ressentais pas. Pour ma part, je ne ressentais pas cette envie-là de monter la vie. Je ne ressentais pas, j'avais pas ces pensées morbides à l'intérieur de moi, mais je me sentais particulièrement
bouleversée. Voilà, c'est le terme que je cherche. Et je pense que j'intègre ça à ma vie. Pourquoi? Parce que je quitte d'une étape de ma vie à une autre. Je ne suis plus une étudiante au lycée, sous les ailes de son papa. Quand je rentre à la maison, j'ai plus la nourriture bien servie au chaud par ma maman. Donc, tu vois que tout ça, ça fait en sorte que mes émotions peuvent être confondues à l'intérieur de moi. Je peux appeler dépression ce qui n'est pas dépression. Alors que j'ai juste pas encore grandi nécessairement pour affronter la vie telle qu'elle est. Tu vois. J'ai juste pas encore nécessairement grandi en moi pour affronter la vie telle qu'elle est. Donc voilà pourquoi Ok. j'ai dit, je sais pas si tout le monde a souffert de dépression, mais ce qui est sûr, c'est que le mot était sur la bouche de plusieurs personnes. Voilà. Et de ton côté, Brian, est-ce que tu as connu des gens qui te disaient qu'ils sont passés par la dépression ou est-ce que toi-même tu es même passé par une sorte de dépression à un moment donné? Une fois de plus, c'est un sujet très sensible ici. Mais je vais répondre à ça comme ça. Moi, je vois ça plutôt comme un état d'esprit. Et, et quand tu es dans un état d'esprit que tu n'aimes pas, il suffit juste de changer tes habitudes et ton environnement et je pense que ça devrait se résoudre. Et par exemple, pendant le Covid, où tu n'avais pas forcément le choix, où tu étais confiné, comment tu fais pour changer tes habitudes? Comment tu fais pour... Tu ne peux pas sortir, tu ne peux rien faire à part rester chez toi, être confiné. Honnêtement, et je vais répondre à ça vaguement parce que je t'assure, par exemple, le mot dépression, c'est un truc à ne pas, ils ne prennent pas ça à la légère ici. Et tu vois, on est sur tu vois. Donc, Oui. qu'est-ce que je disais? Pendant le Covid, honnêtement, je dirais, moi, je jouais à la console, j'allais voir la famille quand je Tu n'as pas, pouvais. tu n'as pas repris du poids en ce moment-là. J'ai pris énormément de poids en ce moment, énormément de poids. Heureusement, merci à Mais Dieu. tu es fit. Moi, j'ai connu, Yeah, c'était pas fit. j'ai tout perdu. Je me suis mis à la gym. Yeah. Avec le quotidien, au Cameroun, on prend le taxi, on marche et tout. Il y a le chauffeur. C'est ça et tout. Ici, surtout là où je suis, il te faut absolument la voiture. Vous ne marchez pas vraiment. Tu manges la salle, la malbouffe et tout. Yeah. Forcément, Attends, je comprends pas. C'est aux États-Unis que tu as perdu du poids, n'est-ce pas? oui, c'est aux États-Unis que j'ai perdu. Non, mais j'étais pas. Non, j'ai pris le poids beaucoup. Est-ce que j'étais pas si machin que ça au Cameroun? Je pense pas. Mais en tout cas, ça s'était aggravé aux États-Unis au début, pendant le Covid. Attends, Ça premier s'était cycle. On était au aggravé. premier, Tu dis? on était au premier cycle. Qu'est-ce que tu veux dire Tu par n'étais premier? tu n'étais pas balèze. Yeah, premier cycle. Yeah, je m'en foutais de comment. Au revoir, Brianna. Je m'en foutais de mon apparence ou whatever. Bon, après, tu arrives, il y a la malbouffe, etc. Non, mais vraiment, par rapport au premier cycle, j'ai pris beaucoup plus de poids. J'ai pris peut-être 55 kilos. Mais Et tu as perdu ça comment? Comment tu as fait pour perdre? la gym, la manière dont je mange. Bon, maintenant, je peux choisir ce que je mange maintenant. Bon, que tu vois, quand tu es avec ta famille et tout, quand j'étais avec ma tante, tu n'as pas vraiment le choix. Tu vas rentrer, trouver un Quand tu fais DG. ça, c'est que tu manges. Yeah. Tu es marié. Tu t'es marié entre temps. Non. c'est, non, Ok. C'est bon, on va clôturer sur ces petites paroles d'humour. Merci aux intervenants pour leur témoignage. Vos expériences ont sûrement éclairé non seulement le chemin de futurs étudiants africains à l'étranger, mais aussi les défis et la richesse de l'interculturalité. Donc, je vous remercie d'avoir pris du temps pour cet échange. Dan, Brian et Latifa. Et bon, à la prochaine peut-être, maintenant chacun peut vaquer de ses occupations. yeah. Je pensais très tôt chez Dan, Brian. Et Clavier, tu as un programme à poursuivre là. Donc, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir participer
à cet entretien. Ok. Oh, Andrew, j'aime ce que tu fais. Continue. Vas-y, frère. Merci, gars. Yeah. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Latifa.